Vulgaire. Bienvenue dans cet épisode de Vulgaire. C'est un Vulgaire un peu spécial car c'est un Vulgaire conversation, j'ai envie de dire. Et je ne suis pas seule, j'ai la chance d'être accompagnée par Lucien Men. Bonjour Lucien. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je suis content d'être dans ce Vulgaire canapé. Ah oui, c'est vrai. Vulgaire conversation canapé. Lucien, toi et moi, on va parler de quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Oh oui. Puisque c'est... La fin dans le monde. Bien sûr, évidemment. Non, Donjons et Dragons. Donjons et Dragons. On va parler de Donjons et Dragons et du jeu de rôle de manière générale, mais c'est vrai que je joue beaucoup à Donjons et Dragons. T'as même carrément une chaîne. Tout à fait. YouTube Et Twitch et disponible sur toutes les applis de podcast aussi. Ça s'appelle La Bonne Auberge. Et surtout, vous venez de ramasser un max de pognon. On est ultra riche. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est une belle somme. On est très heureux. Mais comme on a un projet très ambitieux, finalement on va l'employer très très vite cet argent. Est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire de ce projet ? Avec plaisir. On a lancé ça il y a 2 ans. Donc ça s'appelle La Bonne Auberge. La Bonne Auberge, disponible partout. Et donc en fait il s'agit d'un actual play, ça s'appelle comme ça, le genre. Et l'actual play ça consiste à jouer en vidéo et en audio une campagne là de Donjons et Dragons pour le coup. Et ensuite de découper ça en épisodes pour le public. Et donc on a déjà 2 saisons qui sont sorties, on était produit par une société tierce et maintenant avec la 3e saison on a racheté tous les droits et tout nous appartient maintenant. Je dis nous parce que c'est mon frère et JB, on est 3 maintenant et on est propriétaire enfin comme Fouini Babe et on a totalement la propriété de tout ça à 100% à partir de la prochaine saison, la saison 3. Donc voilà. On est très très content et donc autour de la table moi je suis le Dungeon Master, le maître du jeu et en joueuse et en joueur on a donc Max mon frère, Lisa Villaret, Pénélope Bagieux et Adrien Méniel. Magnifique. Ouais, très beau casting. C'est un beau casting, oui, c'est pas mal. Oui, on s'ennuie pas. Comment on en est arrivé à se dire qu'on allait faire un épisode ensemble sur ce sujet ? C'est d'abord parce que moi je n'ai jamais joué à Donjons et Dragons et j'ai essayé de comprendre et vraiment... C'est que des trucs de genre, vas-y, tu prends ton dé qui a 20 faces et tu prends un autre dé qui a pas 20 faces. Et en fait, tu regardes dans ta fiche de perso. Et dans ta fiche de perso, en fait, tu multiplies par 4. Enfin, ça, c'est que si tu as, en fonction de ton agilité, parce que machin. Après, tu tires les dés dans une espèce de petite boîte qui a de la moquette. Et ensuite, tu dis, j'ai fait 8. Ah non, tu peux pas avancer. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai compris de Donjons et Dragons. C'est ta perception pour l'instant. C'est ma perception pour l'instant. Donc ça, voilà, je n'ai jamais rien compris. Et on a enregistré un podcast il y a pas longtemps. Qui s'appelle Rendez-vous en Braise Inconnue. Ah, c'était ça. Donc. C'est ça le Parce titre. que quand on l'a enregistré, tu connaissais pas le titre. Ouais. Voilà. Et donc maintenant, ça s'appelle Rendez-vous en Braise Inconnue, qui peut-être est sorti à l'heure à laquelle je vous parle. Peut-être qu'on est dans le futur. Voilà, peut-être pas. Et donc, en fait, on en a parlé. Tu allais lancer cette campagne et je t'ai dit, mais franchement, faut que tu viennes m'expliquer ce que c'est que Donjons et Dragons, parce que vraiment, pour moi, c'est très obscur, quoi. Ouais, tout s'est passé à la fin d'une longue journée de tournage de podcast. On était dans une shop d'hôtel à dire, et donc toi, tu fais donc ton actu en ce moment. J'étais là, je prépare ceci, cela. Mais moi, j'ai jamais joué et j'y connais rien. T'es chaud pour qu'on en parle? Et évidemment, bien sûr. Un de mes objectifs, c'est que ce loisir, ce hobby soit beaucoup plus connu en France. Et aussi découlant de ça, j'ai envie que les gens réalisent que c'est pas un hobby de mec bedonnant qui perd ses cheveux et qui a la quarantaine. En fait, ou alors d'adolescents prépubères. C'est vraiment. C'est aussi. Oui, bien sûr, ils sont les bienvenus. Mais c'est pas que ça. En fait, il y a une espèce d'image de cliché, quoi. Tu vois, le gars qui collectionne les comics dans les Simpsons, les gens croient que c'est que ça, le mec qui joue au jeu de rôle, c'est forcément lui. Okay. Alors que pas du tout. En fait, c'est pas réservé aux blancs, c'est pas réservé aux hommes, c'est pas réservé aux gens hétéros, c'est pas réservé aux valides. C'est ouvert à tout le monde. Et c'est pas réservé aux gens qui font du dev. Oui, non, code. Voilà, c'est ça, pas du tout. Moi, pour le coup, je suis pas du tout matheux. Hein. J'ai fait L et j'ai toujours été plutôt un Jean de la Lune, comme disait ma mère. Et en fait, c'est quand j'ai découvert ça, j'avais 9 piges et ça m'a fasciné direct, quoi. Alors, comment vraiment t'as découvert ça ? Tu dis que t'avais 9 ans ? Ouais, j'avais 9 ans, c'était mon meilleur ami, je le name drop toujours, Christian Chalopin. Et on s'est rencontrés, lui et moi, on avait 5 ans, on était en dernière section de maternelle. Et donc, on était très, très amis, et toute la primaire. Et en fait, c'est marrant parce qu'on faisait du jeu de rôle avant de faire du jeu de rôle. Avec Christian, toutes les récréations, on appelait ça jouer aux aventures. Et donc, on se préparait des petits scénarios.
Et on se disait, ok, là, on va infiltrer la base. Et en fait, là, l'arbre, c'est le poste de contrôle des méchants. Et là, et on faisait que des aventures. Et on faisait plein de situations différentes, d'aventures. Et après, à 9 ans, lui, en classe verte, il avait piqué les bouquins de son frère, de son grand frère. Et dans le quart de départ de la classe verte, il m'avait dit, tu connais les jeux de rôle? J'ai dit non. Et il me dit, regarde. Et là, il me sort le bouquin de Donjons et Dragons avec l'illustration où tu vois le dragon rouge et un guerrier qui fonce Donc c'est dessus. quel volume? Parce qu'il y a des volumes. Ouais, ça c'est la première édition. Ah ouais. C'était la toute première. Bah, moi je suis vieux maintenant, hein, donc c'est 89. Ah oui, d'accord. Et voilà, il me sort ça. Je dis, ah, c'est vrai, moi tout de suite. Il y a un dragon dessus. Oh là là, mais je pars à des années-lumière de. Oh, mais c'est merveilleux, j'ai toujours voulu voir ça. Et donc je feuillette ce livre et je suis là, putain, mais c'est génial. Tu vois des trésors, tu vois des magiciens, tu vois des elfes, des gobelins et tout ça. Mais attends, c'est adapté en vrai à quelqu'un qui a 9 ans, rétrospectivement? Non. Est-ce que c'était comme regarder un magazine porno, tu vois? Peut-être pas à ce point-là, mais effectivement, surtout cette édition-là, elle était beaucoup plus complexe que les éditions actuelles. Donc Okay. déjà, toi, t'as regardé des tutos sur les règles actuelles et t'as pas capté. Imagine, il y a 30 ans, quoi. Ouais. C'était beaucoup plus complexe, il y avait des calculs dans tous les sens, et il y avait vraiment des trucs compliqués. Et en vrai, je pense que nous, on jouait mal. Oui, mais on jouait. vous le jouez, ouais. Voilà, on s'en fout. Vous En aviez vrai, votre on s'en version. fout. Et c'est un élément important, c'est que les règles, ok, c'est comme, en fait, c'est comme jouer au foot. Si tu veux jouer avec les règles de la FIFA, tu peux. Si tu veux jouer n'importe comment entre deux arbres avec des potes, tu peux aussi. Voilà. Et il y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est très cool les deux. C'est tant que tu t'amuses avec tes amis. Voilà, c'est bon, mission accomplie. C'est bon, t'as fait ce que tu devais faire avec le jeu de rôle. Donc tu vois ce bouquin, tu le feuillettes. Ouais. On a 9 ans et là on convertit 3 autres potes en disant tu veux jouer au jeu de rôle? Ah ouais, c'est quoi le jeu de rôle et tout. Et finalement quasiment tous les soirs de la classe verte, on jouait dans les dortoirs à jeter des dés et à faire des aventures et explorer des donjons avec des monstres. Et tu te rappelles de la toute première partie? Ouais, c'est ça, c'était ça. Et tu te rappelles du personnage que t'étais? Ouais, bah en fait moi dans cette première édition, c'était un petit peu plus simplifié dans les rôles qu'on pouvait jouer et tout ça. Et ben moi, je jouais carrément le personnage qui était sur la couverture, en gros, quoi, qui était un genre, on appelle ça un guerrier. Et donc, je jouais un gars avec un bouclier, une épée, un slip en poil et un casque à cornes. et je cognais. Et tu te rappelles du prénom que t'avais choisi? Non, ça pas du tout. C'était il y a trop longtemps. Mais ouais, en fait, j'ai vu cette image-là, la couverture. Les gens qui connaissent Donjons et Dragons savent de quoi je parle. La fameuse Red Box. Mais je la vois. J'ai fait des petites recherches et ouais, donc du coup, je vois comment elle est. Avec ce dragon rouge sur sa montagne d'or là et de pièces d'or et ce guerrier un peu à la Conan le Barbare qui lui fonce dessus avec son bouclier et son épée. Et voilà, moi je suis parti à des années-lumière tout de suite. C'était merveilleux. Et je me souviens, en revanche, que au fur et à mesure, on faisait un peu pas notre casting, mais on allait voir des gens qu'on aimait bien, des potes qu'on aimait bien, et on leur proposait. Et le dernier à qui on a proposé, il avait hérité du rôle le moins facile, du personnage le moins facile à jouer, qui était un genre de rôdeur à l'époque. Ça s'appelait l'elfe, tout simplement. La race elfe était une classe de perso à ce moment-là. Et on lui a dit, bah, il reste plus que l'elfe. et donc il a joué ça et il était là. Bon bah je suis là parce que j'ai envie de participer, mais vous m'avez donné le truc nul. Et voilà. Mais c'était trop cool. C'était vraiment un bon souvenir. Et aujourd'hui, tu fais ça avec ton frère. Ça veut dire que tu lui as montré à ton frère? Bah, en fait, ces mêmes potes-là de classe verte, on a continué à jouer. Donc en rentrant, on est tous allés voir nos parents en disant vous pouvez m'acheter un jeu de rôle, s'il vous plaît? Et donc on a tous acheté des jeux de rôle, plus ou moins rapidement selon le degré de bourgeoisie des parents. Mais moi, j'ai dû attendre mon anniversaire ou Noël. Mais au final, mes parents étaient très gentils. Ils m'ont offert un jeu de rôle. Et après, on jouait tout le temps, en fait. On a découvert tout un tas d'autres jeux parce qu'il n'y a pas que Donjons et Dragons. C'est le plus vieux, c'est le plus connu, Donjons et Dragons. Et c'est un des meilleurs, clairement. Mais il y en a des dizaines et des dizaines. Et on a joué à des trucs où ça se passe dans le monde de Star Wars, d'autres où ça se passe en Rome antique, dans plein de contextes différents, un peu à la Blade Runner, Cyberpunk, machin, tous ces trucs-là. Et donc on jouait à ça tous les week-ends, quoi, quasiment. On se réunissait chez les uns, chez les autres. Et on jouait à ça. Et mon frère a 7 ans de moins que moi. Donc c'était le petit qui regarde, tu vois. Pendant des années, le pauvre, il nous a regardé jouer en ayant envie de jouer.
Et quand il a commencé à avoir 13, 14, 15 ans, là, je lui ai dit, bah, vas-y, viens jouer avec nous. Et donc, moi, j'avais 20, 22 ans. Mais c'est le moment où mon frère était plus fréquentable, entre guillemets. Avant, quand il était petit, moi, j'avais 15 ans et lui, il avait 8 ans. Et il nous regardait, il était là, il posait des questions. Il était là, dégage, Max, va jouer au Lego. Et on était un peu des sales cons, mais... Mais donc, du coup, ton frère, ça doit être comme une deuxième langue pour lui. Ah, complètement. C'est-à-dire que toi, t'as dû l'apprendre, mais lui, il l'a vu toute sa vie, en fait. Ouais. Oui, et puis en plus, il a observé ça très, très, très petit. Et au fur et à mesure, tu sais, c'est que cette séquence ridicule dans le 13e guerrier, je sais pas si tu te souviens de ce film. Non, mais c'est un film avec Antonio Banderas et il joue un mec, je crois qu'un sarrasin qui se fait capturer par des vikings. Très bien. Et il y a une séquence nulle où c'est, tu sais, les montages hollywoodiens des années 90 où il observe et au fur et à mesure, les gars, ils parlent le viking, quoi, entre guillemets. Et au fur et à mesure, il comprend, tu vois. Et à la fin, tu sais, il parle comme toi et moi, on est en train de parler. Et ça, genre, je connais la langue maintenant. Tu fais, non, vraiment, c'est mal foutu. Mais mon frère, c'était un peu ça avec le jeu de rôle. Il nous a observé pendant des après-midi et des après-midi. Et au fur et à mesure, il a compris les trucs. Et quand je lui ai enfin permis de venir jouer, c'était naturel pour lui. Ouais, il parlait comme Antonio Banderas, quoi. Ouais, c'est ça. Il parlait la fourche langue sans problème. Magnifique. T'as vu, je fais des refs à des trucs un peu plus... que je peux comprendre, un quoi. peu plus connus. Et après, ça t'a accompagné toute ta vie? Ah ouais, complètement. En fait, non, il y a un moment où j'ai un peu mis ça de côté. Pour la drogue, je crois. Pour consommer énormément d'héroïne. Non, c'est une raison un peu con, mais c'est intéressant d'en parler. C'est qu'il y a un moment où j'ai eu un peu honte de mon hobby, parce que je me suis dit, c'est un hobby de gens pas cool. Tu vois, je me souviens d'une fois où j'hébergeais une copine qui était hyper rock'n'roll, trop cool, on sort dans les bars, ouais, shot et tout, machin, et on s'entendait trop bien, hein, aucun problème. Mais un soir, elle rentre de soirée, et elle était allée dîner avec un pote, et elle revient, il était 22h30, et on était tous autour de la table en train de faire un jeu de rôle, et j'ai senti le jugement, elle a dit, d'accord, et vous faites ça, et donc, et vous buvez du coca, là, ouais. Cool votre soirée. Et je me suis dit, non, je suis pas cool. Alors que, en fait, on a tous parfois des réactions comme ça à juger les hobbies des gens et à dire, ok, tu collectionnes les timbres. Nul. Alors que, pas forcément. Mais c'est vrai que ce moment-là, ça m'avait un peu frappé de, ah putain, je suis pas cool. Et j'avais genre 26 ans. Et tu sais, c'est les moments où t'as envie d'être cool, quoi. Et quitte à abandonner quelque chose qui te rend heureux. Et pendant peut-être 5-6 ans, j'ai plus trop joué. Mais en y pensant tout le temps. Tu vois, c'est en me disant, ah putain, un jour j'aimerais bien faire un jeu de rôle où on ferait ci et ça, ce type d'aventure, ce type de... Et ça trottait au fond de ma tête, et après je m'y suis remis en me disant, mais vas-y, c'est bon, vas-y, je rejoue, quoi. Mais voilà, il y a des moments où je m'en suis un petit peu éloigné, mais c'est pas je m'en suis éloigné parce que ça m'a saoulé, je m'en suis éloigné parce que je me disais, ouais, non, mais là je perds mon temps à faire ça. Ouais. Parce que t'es un peu con. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir? C'est que ça ne me quittait pas. C'est comme, je sais pas, c'est comme t'adores le dessin et tu dessines tous les jours. Et un jour, tu te dis, non, mais attends, il faut que je fasse mes études d'expert comptable, c'est très important, il faut que j'ai un vrai métier, entre guillemets. Mais en fait, dans ta tête, tu as toujours envie de dessiner, quoi. Et dès que tu peux, tu dessines un petit peu, tu vois, dans un coin. Et après, tu te dis, non, mais en fait, je vais devenir illustrateur. Ouais. Et voilà, c'était un peu ça. Les pauvres experts comptables, c'est toujours l'exemple qu'on donne pour les métiers nuls. Sans les experts comptables, on n'est pas bien. Hein. Ah, moi, j'ai beaucoup de respect, hein, mais voilà. Comment on joue, alors? Comment on joue? Parce que voilà, j'ai regardé, donc tu m'as envoyé une vidéo de toi qui explique, qui est très bien d'ailleurs cette vidéo. Et j'ai aussi, alors je t'explique ce que j'ai regardé. Vas-y. J'ai regardé une vidéo d'un Québécois qui est très sympa, qui te dit, mais c'est tellement simple, là. Tu fais ça puis tu lances ton dé. Et je t'ai dit, je n'ai rien compris. Et vraiment, je faisais des pauses en faisant, quoi? Vraiment, ça n'avait aucun sens. Ouais. Mais c'était marrant à écouter parce qu'il y avait l'accent québécois, mais sinon vraiment aucun sens. Et donc tu m'as envoyé une autre vidéo en me disant, regarde celle-ci, ça c'est moi qui l'explique et tu vas voir, c'est simple. Effectivement, c'était plus simple. Ouais. Mais ça veut pas dire, en sortant, que je pouvais quand même jouer. Non, tu vois, c'est sûr. Il y a ça. Deuxième chose, ensuite j'ai regardé le premier épisode de La Bonne Auberge et j'ai regardé un épisode plus récent. Et en fait, d'abord, ce que j'ai adoré, c'est que t'es trop mignon dans le premier épisode.
Parce que j'avais vraiment, l'angoisse. t'es trop stressé et Ouais. c'est vraiment... Fallait que ça Tu sens tienne. que ça y est, c'est un aboutissement, mais en même temps que quand même... Ah ouais, il y avait beaucoup de stress. Alors que dans le dernier, c'est là, genre, t'es senti plus oui, chez oui, toi, bien quoi. sûr. Bah, C'est normal. Oui, bien C'est sûr. complètement normal, mais du coup, c'était quand même mignon à Mais regarder, quoi. c'était le premier épisode, le truc, c'est que ça a mis 6 mois à exister. Donc ça faisait très très longtemps que j'avais envie et que j'avais déjà tout préparé, tout était ultra prêt. Et le truc, c'est que le premier épisode, c'est quand même important pour que la sauce prenne, en fait. Ouais. Et donc, je m'étais mis beaucoup de pression enfin, voilà. Et c'était pas mal d'émotions et de stress. Donc, effectivement, j'étais un peu tout mimi, là, à être stressé par ça. Et après, bon, une fois que t'as pris tes marques, c'est plus simple. Comment on fait pour jouer, en fait? Alors, je pense que c'est très difficile de jouer entre débutants et D'accord. débutantes. C'est mieux si t'es épaulé par un MJ ou une MJ qui Alors, soit MJ, maître du jeu. Ouais, ou maîtresse du jeu. Et dans Donjons et Dragons, on dit DM Dungeon Master. Parce Donc, que c'est ça la base. Il y a Une personne qui va chef, un peu. orchestrer. Voilà. C'est pas chef. Chef d'orchestre. C'est plus chef d'orchestre et qui va t'accompagner sur la création de ton personnage. Alors, il y a aussi la possibilité de te donner un personnage tout fait. Comme ça, bah, t'as pas à faire les calculs et à créer ton personnage. C'est plus simple. Et on te dit juste, c'est une meuf qui lance des sorts et elle vient de telle région, c'est une elfe, je sais pas quoi. Et on te briefe un petit peu sur qui est ton personnage et après, t'as plus qu'à te lancer. Ou alors, on peut faire un petit peu à la carte, comme quand on joue à Mario Kart, où tu choisis ton personnage. Exactement. Et après, tu choisis ton... Ouais, les pneus, les machins. Voilà. Ouais, et là, du coup, t'as plusieurs niveaux de est-ce que ça va vite, est-ce que ça va pas vite, qu'est-ce que tu lances, comment ça fonctionne. En fait, c'est assez proche. Alors, c'est marrant parce que pour expliquer le truc aux gens qui connaissent pas du tout, j'utilise souvent ce chemin-là. Mais en fait, le chemin est inverse, tu vas comprendre. Tous les jeux vidéo actuels où tu as un personnage que tu peux customiser à fond et tu choisis s'il va être plus fort en agilité ou s'il va avoir une spécialité en tir ou en discrétion ou je sais pas quoi. Voilà, on en connaît, il y a 1000 exemples comme ça dans les jeux vidéo actuels. Et en fait, tout vient de Donjons et Dragons. Parce qu'en fait, les mecs et les meufs qui ont créé ces jeux-là, bah en fait, très souvent, ils ont joué à Donjons et Dragons. À l'origine de tout ça, c'est que des gens qui jouaient à Donjons et Dragons et qui ont dit « Ah, mais ça pourrait être cool de le mettre dans un jeu vidéo. » Et du coup, c'est clé en main et c'est plus facile. T'as une manette et ça part. Et voilà, tout le principe de ça, c'est aussi créer ton propre personnage. Et c'est la beauté de ce jeu, je trouve. C'est que l'imagination est la limite, en fait. Et la cohérence du monde dans lequel tu décides de jouer avec la personne qui est MJ. Mais voilà, en fait, si tu veux faire un personnage qui a tel ou tel, ou qui est très loin de toi, ou tu veux te mettre dans la peau de quelque chose d'hyper original, tu peux. Tu peux, en discutant avec la personne qui orchestre tout. Voilà, il y a moins de limites. Dans un jeu vidéo, il y a plein de trucs super dans les jeux vidéo, mais souvent, tu rentres dans un mur, tu rentres dans un mur. Tandis que dans le jeu de rôle, potentiellement, tu peux dire, on te dit, il y a un mur là, tu peux dire, ok, je cherche autour de moi un truc qui fasse maillet et je vais casser le mur. Et ok, faisons ça. Dans les jeux vidéo, il y a plus de limites. Dans le jeu de rôle, il y a une seule limite, c'est l'imagination. Si tu veux essayer de faire un truc, ok, on va trouver un moyen de le faire. Mais en fait, ce que je comprends pas, en gros, si tu veux faire quelque chose dans Donjons et Dragons, t'as des dés, donc il y a des dés à 20 faces et des dés à 6 faces. Il y en a plus que ça. Donc il y a des dés de plein de faces. Ouais. Mais pourquoi ? Alors, pourquoi À part un peu pour faire son intéressant. De dire j'ai quand même un dé de 14 faces. Et il y a aussi parce que les dés, c'est une addiction. Hein. Avoir des collections de dés, mais moi j'en ai des dizaines de dés. C'est des petits... j'adore. Et c'est marrant dans le forum, dans le Discord de la Bonne Auberge, parce qu'on a un Discord qui est très actif où les gens sont super. Il y a 2-3 jours, il y avait une discussion de « Oh là là, j'ai contribué à ce Kickstarter avec des dés originaux, machin. » Et on n'a parlé que de dés pendant toute la journée parce qu'on a tous cette espèce d'addiction de oh, moi j'ai un set de dés par personnage quasiment. Moi c'est mon cas et il y avait une nana sur Discord qui disait bah non, moi je peux pas utiliser mes dés pour 2 personnages différents parce que
C'est trop important pour moi d'avoir le truc spécifique. Mais ouais, en fait, c'est là où tu vois la puissance de la passion, quoi. Les gens sont tellement investis dans leur personnage. Il y a tout un tas de petits rituels mignons que tu construis autour de tout ça, et c'est vraiment super cool. Et donc les dés à 20 faces, en vrai, j'ai pas la réponse pourquoi c'est des dés à 20 faces à la base. C'est juste que, en fait, les gars qui ont créé Donjons et Dragons, eux, c'est des vrais nerds, c'est des vrais gars qui codent et qui dev et qui machin, et qui, eux, à la base, ils étaient passionnés par les wargames, donc par les jeux de guerre, de figurines. Ouais. Et leur réflexion, c'est ok, on joue des armées habituellement, et ils faisaient pas mal de trucs napoléoniens, machin, médiévaux, etc. Et ok, on fait des batailles avec des armées, mais viens, on s'intéresse à une seule figurine ou un groupe de 4 figurines. Et c'est quoi leurs aventures à eux? Et donc ils ont changé toute la perspective de ça. Et donc ils ont créé des règles. En fait, ils se sont basés sur les systèmes de wargame qui sont très complexes. Et ils ont essayé d'adapter ça à un petit groupe de héros de 3, 4, 5 personnages plutôt que d'avoir une armée gigantesque. Et donc ils ont créé ils ont réfléchi, ils ont fait plein de moutures différentes, et au final ils sont arrivés avec ce système, et c'est eux qui ont mis en place, qui ont popularisé l'usage du dé de 20, donc le dé à 20 faces. Et ça, il y a plein de gens dans la communauté qui trouvent que c'est contre-instinctif, le dé de 20, et qui préfèrent utiliser des dés à 100, on appelle ça des dés à 100 faces, mais en vrai, tu lances 2 dés à 10 faces. T'en as un qui sert des dizaines et l'autre qui sert aux unités. Parce que c'est un concept qui est beaucoup plus simple pour l'esprit humain, et pour les gens qui n'ont jamais joué au jeu de rôle, si tu leur donnes un système avec les 100, c'est plus simple à se figurer parce qu'on est tous habitués au pourcentage. Et si je te dis, par exemple, toi, Marine, sur ta fiche, en force, tu as 30% parce que ton personnage il est pas très fort, donc il faut que tu fasses un résultat en dessous de 30. C'est plus logique pour toi que de te dire ok, en force tu as 14, donc ça te fait un bonus seulement de plus 2, tu vois. Voilà, c'est ça que je comprenais pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est très normal. Mais donc du coup, si moi je veux commencer Donjons et Dragons, faut que j'achète quoi comme dés? Déjà, si tu joues avec moi, je te les prête, les dés. T'as Ouais, pas besoin parce que j'en ai vraiment beaucoup. J'oserais vraiment pas. Je sens que c'était dés, je voudrais pas. Ah non, au contraire, ils servent à ça aussi. Moi, ça me fait trop plaisir de prêter des dés. Et si les gens accrochent, souvent je les offre en fait, les dés. Je suis content. Mais non, mais c'est pas beau gosse. C'est quand tu fais un cadeau, c'est un cadeau pour toi aussi. Tu vois, c'est quand moi de voir quelqu'un que j'aime bien adhérer à fond à mon truc. Bah, j'ai envie de l'accompagner, de lui mettre un petit coussin et de dire ah mais vas-y viens, on va rejouer, c'est trop cool. Donc voilà, mais il y a des sets de dés que tu achètes dans des boutiques de jeux de rôle où en général ils sont vendus par 7, donc le chiffre 7, et tu as un dé de 20, un dé de 12, 2 dés de 10 pour pouvoir faire potentiellement un dé de 100 comme je disais tout à l'heure avec les dizaines et les unités, un dé à 8 faces, un dé à 6 faces classique qu'on connaît tous, et un dé à 4 faces qui est une petite pyramide, souvent. Et en fait, ça sert, en tout cas dans Donjons et Dragons. Ça coûte combien? 13 balles en moyenne. Ok. Donc ça, c'est pas trop cher. Non, ça va. Et dans Donjons et Dragons, le dé à 20 faces, c'est celui dont tu te sers absolument, quasiment tout le temps. Parce qu'il sert à résoudre tous les jets de dés, toutes les situations, c'est au dé de 20. Les autres dés, c'est simplement pour les dommages de tes armes ou de tes sorts. C'est quoi les dommages? C'est les dégâts que tu fais une attaque. Tu fais un premier dé de 20 pour voir si tu touches ta cible. Et si tu touches ta cible, en fonction de ton arme ou du sort que tu utilises, ça va être des dégâts, donc des dommages plus ou moins importants. Et par exemple, si tu utilises une épée normale, ça va être un dé de 8, un dé à 8 faces. Ça veut dire que tu fais entre 1 et 8. Si tu as une arme qui fait des dommages un peu plus importants, mettons, on part dans un truc un peu plus fantastique, que tu as une tronçonneuse, on va dire que ça va être un dé à 12 faces. Donc ça veut dire que tu peux faire un résultat entre 1 et 12. Mais c'est toi qui décides? Non, c'est dans les règles. Ça, c'est dans les règles. Après, quand tu crées des trucs toi-même, quand tu es maître de jeu, tu peux aussi dire ah bah moi j'ai décidé que la tronçonneuse, en fait, c'était un dé de 6, quoi. Voilà, que finalement, voilà. Mais en fait, tu infliges, ce que je comprends pas non plus, c'est tu infliges des dommages à qui? À tes adversaires, aux monstres. Donc on peut mourir dans Donjons et Dragons. Complètement. Ton personnage, il peut mourir. Ah ouais, ça fait partie du jeu. Mais donc vous, ça fait 3 saisons et les persos, ils sont pas encore morts. Alors, parce qu'ils peuvent renaître, j'imagine. Tu peux ressusciter. Ressusciter. Ça, c'est possible.
Tu peux renaître aussi, pourquoi pas. En fait, moi, je construis La Bonne Auberge comme une série. Donc, comme on va commencer la saison 3. Et en fait, dans la première saison, il y avait des grands antagonistes qui étaient des sorcières des marais. Voilà, les Guenaudes, ça s'appelle. Et dans la saison 2, c'est une légion démoniaque de démons qui viennent des abysses et qui veulent détruire le monde. Et dans la saison 3, ce sera un autre grand antagoniste qu'on va essayer d'affronter. Et tout ça est constellé de petits moments où il y a des combats. Il y a plein de petits combats, et parce que c'est aussi c'est hérité d'un système de bagarre, Donjons et Dragons. Mais il y a aussi plein de jeux de rôle où il n'y a même pas de combat. D'accord. C'est en fait des jeux de rôle, encore une fois, l'imagination est la limite. Il y a des gens qui font des jeux de rôle sur des situations. Mon Petit Poney. Il y a un jeu de rôle Mon Petit Poney qui fonctionne très très bien d'ailleurs et qui est hyper cool pour initier les enfants justement, où il y a quasiment pas de combat, voilà. Et il y a aussi des jeux de rôle qui sont très psychologiques où tu explores des trucs, soit de la peur, il y a plein de choses. Tout est possible. Bon, Donjons et Dragons, il y a du combat, ça fait partie du tout. C'est équilibré comme ça, quoi. Ça fait partie du plaisir aussi de tuer des bêtes, de tuer des monstres et de se battre contre des créatures fantastiques, quoi. Et donc, quand je te disais les dommages que tu fais, chaque personnage a un certain nombre de points de vie. Et voilà, donc pour tuer une créature, mettons qui a 20 points de vie, il faut lui faire des attaques. Et au fur et à mesure de tes attaques et de tes jets de dégâts avec tes petits dés, là, entre dés de 4 et dés de 12, et là, tu attaques son pool de vie, quoi. Et donc, au fur et à mesure, tu lui fais perdre des points de vie. Et quand il est à 0, tu l'as vaincu. D'accord. Voilà. C'est plus clair ou oui, tu m'as fait un d'accord de j'ai rien compris? En fait, c'est un d'accord de d'accord, j'ai compris ça. Ouais. Maintenant, dans les faits, comment on joue? Comment on joue? Moi, le maître de jeu, ouais. Je suis derrière mon petit écran. J'ai un petit écran avec toutes les infos derrière et toutes les coulisses. Et m'aider à moi, parce que moi, je vais jouer les méchants. En fait, je vais jouer les adversaires. Et autour de la table, il y a c'est possible de jouer 1 contre 1, enfin un 1v1. À 2, quoi, voilà. Ouais, je sais pas pourquoi je me complique la tête. C'est possible de jouer avec une personne seulement, et c'est possible aussi de jouer avec 8 personnes autour de la table. Moi, le chiffre magique pour moi, c'est 4 joueurs et joueuses. C'est pour ça que c'est comme ça dans La Bonne Auberge. Mais de temps en temps, on a des guests, on a des invités. Donc là, on est un petit peu plus nombreux autour de la table et c'est très cool aussi. Et donc, les personnes autour de la table forment un groupe d'aventurières et d'aventuriers. Et moi, je vais vous dire, vous commencez dans la petite ville de machin, dans le royaume de trucs. Et il se trouve que là, la source d'eau est polluée. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont malades, ils vomissent, et on comprend pas ce qu'il y a. Alors il y a des rumeurs dans la taverne, il y a des gens qui disent que en fait c'est des gobelins qui se sont installés là et qui pourrissent l'eau. Il y en a d'autres qui disent que en fait c'est l'ordre de la nature qui est perturbé parce que depuis la dernière lune, etc., etc. Et après c'est aux joueuses et aux joueurs autour de la table de dire moi je crois plutôt à la piste des gobelins. J'aimerais bien aller voir le repère des gobelins. Ok, on est d'accord. Bon, alors on va vers le repère des gobelins. Et là, je vous dis, ok, vous vous mettez en route, etc. Et en fait, on construit l'histoire, toutes et tous ensemble autour de la table. Mais est-ce qu'il y a des tours? Dans le combat, oui, il y a des tours. En tout cas, dans Donjons et Dragons, je parle de Donjons et Dragons, il y a plein d'autres systèmes où c'est différent. Mais dans Donjons et Dragons, il y a des tours. Et donc, au début du combat... Mais c'est forcément... Parce qu'en fait, ce qui est compliqué pour moi à comprendre, c'est-à-dire que, ok, on va voir les gobelins. Donc, c'est tout le monde qui décide en discutant d'aller voir les gobelins. Ouais, c'est ça. Ok. Une fois qu'on est devant le truc des gobelins, ça, on y va directement. Il n'y a pas de... On lance un petit dé pour vérifier qu'on va dans la bonne direction. Ça peut. Par exemple, si, mettons, les gobelins, leur tanière, elle est dans une forêt extrêmement touffue et c'est difficile de progresser, là, je peux peut-être vous dire, ok, fais-moi un jet de... ça s'appelle survie, la compétence. Ou de nature, par exemple, pour savoir si vous allez perdre du temps, si vous allez vous fatiguer, ou si ça va très bien se passer parce que vous êtes à l'aise dans les forêts touffues. Voilà, c'est possible, mais c'est pas obligatoire. C'est pas forcément. Et en fait, tout ça, c'est le maître du jeu qui le gère. C'est le maître du jeu qui dit ok, vous êtes dans une région glaciaire,
Et donc, pour savoir si ça vous affecte et si vous avez des engelures, vous allez faire un jet de savoir si votre personnage a une constitution forte et s'en sort, ou s'il est un petit peu faible, et est-ce qu'il va en chier et il va perdre le bout de son nez, quoi. Voilà. Et ça se construit au fur et à mesure, mais c'est orchestré et c'est drivé par le maître du jeu. Mais c'est pas d'un coup t'as Pénélope qui va jouer, donc forcément la fois d'après c'est Adrien, donc forcément la fois d'après c'est ton frangin. Non, dans la narration, non. Dans la narration, c'est free, quoi. C'est free jazz. Scapalabalou. Et on peut avancer et tout simplement, l'un ou l'autre prend la parole. Et il y a des moments, et ça, moi, je me délecte de ces moments-là, où en fait la situation est tellement bien posée que moi, je parle plus pendant 20 minutes. Et c'est juste les joueuses et joueurs autour de la table qui sont là. Ouais, mais alors attends, il y a souvent des phases d'élaboration de plans. OK. On a un petit objectif là, il faut qu'on vole le vase de la bourgeoise à côté. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Est-ce qu'on passe par la porte? Est-ce qu'on passe par la fenêtre là? Sachant que moi je leur ai donné les éléments, je leur ai dit ok, la maison elle est faite comme ça, etc., etc. Et là ils réfléchissent entre eux de ok, mais moi j'ai ce sort là qui va peut-être me permettre d'être plus discret. Ouais, mais si tu fais ça, on est séparés. Et si on est séparés, et là pendant 20 minutes ils parlent entre eux, quoi. Et dans leur personnage. Ils ont les objectifs de leur personnage, ils ont la personnalité de leur personnage. Mais donc ils sont pas obligés de faire. Mais sire, si ça t'amuse, fais-le. Au contraire. Ils peuvent. Mais on n'est pas obligé de faire. Parce que pour moi, un jeu de rôle dans ma tête, c'était un truc où t'étais sapé en quelque chose pour faire quelque chose. Ouais. Mais pas du tout. Pas du tout. En fait, le maître mot, c'est de s'amuser. Si ça te sort du truc de l'ambiance, de voir quelqu'un avec une cape en tissu ridicule, enfin en tissu cheap, tu vas trouver ça un petit peu ridicule et ça va te sortir de l'ambiance, ne le fais pas. Et pour le roleplay, donc ça c'est l'interprétation des personnages, il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec l'idée même de parler de faire une voix ou de au-delà de faire une voix, il y a des gens qui sont pas à l'aise à l'idée de dire je vais de parler en leur nom, et donc on appelle ça à la troisième personne, le jeu à la troisième personne. Il y a des gens qui disent ok, mon perso s'appelle Pli-Ploup, et ben Pli-Ploup avance et va demander à changer de nom. Le prix de la à potentiellement faire un état civil différent. Non mais voilà, ou d'acheter des abricots chez la marchande. Ok, très bien. Et il y a des gens qui disent je me dirige vers la marchande et je lui demande le prix de ses abricots. C'est des styles de jeu différents, et ça, faut se mettre d'accord en fait. Il y a ce qu'on appelle c'est une notion qui est de plus en plus importante dans le jeu de rôle, et moi je trouve ça primordial. Ça s'appelle la session 0. Donc c'est une session où on se réunit, toutes les personnes qui vont participer, pour parler de ce qu'on va faire comme campagne, de ce qu'on va jouer, et de se mettre d'accord sur les trucs un peu de sûreté émotionnelle, de ok, moi j'aimerais bien qu'on n'aborde pas trop le viol, ou moi le racisme, j'en ai marre en fait dans la vie, donc comme c'est un loisir, j'aimerais bien qu'on ne parle pas de ça. Ok, on se met tous d'accord. Ou alors des gens, moi j'ai croisé une nana qui était très 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 mal à l'aise avec la violence par balle, les armes à feu. Et ben voilà, en fait, faut respecter tu vois, l'aisance et le confort de chacune et chacun autour de la table. Et donc cette session 0, elle sert déjà à ça, que tout le monde se mette d'accord, de dire par exemple ah ouais, moi le body horror ça me fout mal, j'ai envie de vomir, venez, on n'en parle pas. Ok. Et donc ça sert d'une à ça, et de deux, de se mettre d'accord sur le style de jeu, ah ouais, mais moi j'aime bien interpréter mon personnage et faire des voix et parler à la première personne. Ok, bah moi je suis plus troisième personne et avec une petite distance. Ok, ben voilà, on le sait, on est tous d'accord, et comme ça il n'y a pas de dissonance entre les gens autour de la table. Donc en gros c'est comme un orchestre qui s'accorde au début du concert, quoi. Ah, ok, on est tous dans cette tonalité, cool, on peut y aller. Et voilà, ça se met en place comme ça. Et ensuite, ouais, c'est des questions de style. Il y a plein de styles de narration aussi. Il y a plein de styles de MJ. Il y a des gens, même en France, dans les actual plays qui existent, que vous pouvez voir sur YouTube ou sur Twitch ou en podcast. On n'a pas tous la même manière de masteriser, quoi. On n'a pas tous la même manière d'orchestrer le truc. Moi, je suis très dans l'immersion. Donc c'est pour ça que je fais des voix différentes pour les personnages, c'est pour ça que j'aime bien décrire sensoriellement les lieux, explorer, etc.
tout un tas de choses parce que j'aime bien être à fond dans l'immersion. Et il y a des gens qui sont plus descriptifs avec une petite distance, tu vois. Qui disent, OK, là, vous arrivez dans une pièce de 9 mètres carrés avec des murs de 3 par 3 et il y a 2 portes. Fin. Mais ça veut dire aussi, si j'ai bien compris, qu'on ne peut pas jouer à Donjons et Dragons s'il n'y a pas quelqu'un qui a créé une histoire. Non, ouais. À Donjons et Dragons, non. Il y a des jeux qui existent sans MJ, mais pas Donjons. Mais Donjons et Dragons, il n'y a pas des histoires qui sont déjà toutes faites et qu'on peut récupérer. Des dizaines et des dizaines. Ouais, il y en a plein. Il y en a dans le commerce qu'on peut acheter. Et qui est faite par les créateurs de Donjons et Dragons. Ouais. Et il y a des trucs merveilleux. Il y a des campagnes entières où tu peux jouer une vingtaine de parties consécutives, tu vois, et ça fait évoluer les personnages, etc. Il y a toute une histoire et c'est construit avec des arcs narratifs, etc. C'est hyper bien foutu. Et il y a des trucs, on appelle ça des one-shots, où c'est juste une petite aventure que tu joues en une soirée ou en 3 heures avec des amis. Donc il y en a dans le commerce. Et donc pour ça, les personnages sont déjà tout faits. Pas forcément. C'est l'un ou l'autre. Les deux sont possibles. Il y en a où il y a des personnages pré-tirés, on appelle ça, les personnages où t'as tu prends la fiche et tu peux y aller. C'est tout, c'est clé en main. Et il y en a où il faut créer ses propres personnages. Et donc il y en a dans le commerce, mais il y en a aussi sur Internet. Il y a des petits créateurs que tu peux rémunérer comme ça au cas par cas, ou il y a aussi des gens qui mettent leurs aventures disponibles gratuitement. Il y a des dizaines et des dizaines de sites internet où tu peux trouver des choses, surtout pour Donjons et Dragons, parce que comme c'est le plus connu des jeux de rôle, c'est fatalement là où tu vas avoir le plus de ressources, quoi. Ouais. Et tu peux tout à fait... Toi, par exemple, tu mets les histoires que tu crées Non. Parce qu'en fait, moi, je veux les mettre dans les livres que j'ai prévu de faire après. Donc, je les mets pas toutes, mais non, je les mets pas du tout même. Et aussi, il y a une part de moi qui me dit, en fait, comme tu peux regarder l'aventure sur Internet, d'une certaine manière, il est là, mon scénario. Tu vois, t'as qu'à prendre des notes et tu peux le rejouer si tu veux. Et il y a aussi une part de moi qui me dit, quel intérêt de jouer un truc qu'on a déjà vu. Mais après, je sais que dans la communauté, il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, mais j'adore !» Et par exemple, le premier scénario que tu as vu donc, dans le premier épisode, celui qu'on appelle le donjon des épreuves, et c'est le moment où les 4 aventuriers rentrent dans une organisation de chasseurs de monstres et tout ça. Et en fait, ils ont fait une première aventure où l'organisation les testait. Ils leur ont pas dit que c'était un test, mais donc ils ont fait tout un tas de petits tests et ils ont tué des monstres, etc., pour prouver qu'ils étaient de bons candidats pour rentrer dans cette organisation. Et je sais que dans la communauté, il y a plein de gens qui ont rejoué cette aventure-là, ou qui l'ont un tout petit peu adapté, mais qui ont refait un petit peu la même structure que ce que moi j'ai fait dans le premier épisode. Et c'est trop bien. C'est trop cool de voir que ce que nous on a joué, là, ça donne envie aux gens de le jouer et de rejouer exactement la même chose, quoi. Est-ce qu'on peut être nul à Donjons et Dragons ? Par exemple, tu vois, moi je suis pas très forte à la bonne paye. Bon voilà, j'aime bien jouer quand même, mais... Oui, bien sûr. Ouais. Et en fait, à partir du moment où ça ne nique pas le plaisir de tes potes, ok. C'est ouvert à tout le monde, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas réservé aux gens qui savent coder, quoi. Ouais. Si tout l'aspect calcul, maths et tout ça te fait chier, tu vas perdre du temps et du coup tu vas potentiellement être un petit peu lente autour de la table, mais c'est pas grave, on s'en fout en fait. L'important c'est qu'on est entre potes et qu'on a envie de passer des moments ensemble, quoi. Et si t'es nul à calculer les aspects mathématiques de ton perso ou faire des choix de sorts et de machin, bien souvent il y a aussi un truc qui intervient souvent, c'est les autres potes de la table qui s'y connaissent un petit peu mieux ou qui sont un peu plus doués que toi sur ces trucs-là, ils vont t'aider. Ils vont dire non, choisis plutôt de prendre l'épée là. Ouais. Elle est plus forte que la dague. J'en sais rien, tu vois. Et on s'en fout. L'important, c'est de s'amuser ensemble. Toi, ça te prend combien de temps de préparer un épisode ? C'est difficile à estimer parce que il y a toutes les périodes où je suis dans le métro et je regarde dans le vide. Et donc j'ai du mal à quantifier ça en temps de travail, quoi, dans le métro, ou alors en train de faire la vaisselle ou de prendre ma douche, quoi. Ouais. Il y a plein de moments où, mais c'est comme toutes les professions d'inspiration, quoi. Il y a des moments où, en fait, t'es en train de faire autre chose, une tâche automatique, et ton cerveau part. Donc j'ai vachement de mal à estimer le temps que je mets à
à vraiment préparer une session, mais en tout cas en boulot très factuel où je suis à mon bureau et je tape, j'écris mon aventure, je dirais que pour une session de 4 heures, ça me prend peut-être 1 heure ou 2. Mais c'est Oui, mais sans compter tous les moments Ouais. où j'y pense sans être à ma table, quoi. Et après, dans la bonne auberge aussi, on joue avec des figurines, avec des décors et tout ça. Et tout ça, faut arrêter de compter ses heures. Ouais. Mais c'est un choix aussi. Oui, on n'est pas obligé de jouer Du avec tout. des figurines et Ouais, des ouais. décors, on peut... Ouais. En fait, il y a 2 styles. Il y a soit tu joues avec des figurines et des décors et des petites maquettes et des plans, machin. Et donc là, c'est un peu plus proche du jeu de plateau, du wargame même. Et il y a aussi un autre style de jeu qui s'appelle le théâtre de l'esprit, où c'est en narration, quoi. Et on dit, Ouais. là, mon personnage, il est à 3 mètres du mur, donc il va faire un saut périlleux en faisant du parcours sur le mur. Ok. Et on se figure les choses, et les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Parce que dans le théâtre de l'esprit, il y a des moments où c'est un peu difficile de se figurer, même si tu as un MJ qui te décrit très bien le lieu. Oui, puis il faut comprendre la même chose à 4-5 personnes. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. C'est difficile parfois d'accorder les esprits de. Mais moi, j'avais pas du tout imaginé Ouais. qu'il y avait un chandelier au milieu de la pièce. Ah, mais si, il l'a dit il y a 20 minutes. Ouais. Ouais, bon, bah, il y a des moments où ça passe pas. Et il y a des moments aussi où même les figurines et les décors, parce que tu peux pas forcément tout représenter. Et donc, en fait, il y a des moments où les gens voient les figurines et les décors et disent ok, c'est exactement 100% ça qui est présent dans la pièce. Alors que potentiellement, s'ils posent des questions, ils disent ah, mais en fait, là, il y a une torche sur ce mur, Ouais. j'avais pas vu. Et donc, je peux la prendre et la jeter sur la tache d'huile qu'il y a au sol pour mettre le feu au squelette. Ah, d'accord, bah, je savais pas. Voilà. Donc, mais de toute façon, il n'y a pas de système parfait. Voilà. En tout cas, moi, ce que je comprends là, c'est que pour comprendre Donjons et Dragons, il faut y jouer. Ouais, en vrai, c'est ça. C'est ça, Tu me disais tout à l'heure, j'ai regardé plein de vidéos et j'avais l'impression de pas comprendre à la fin et de pas savoir jouer à la fin. Et c'est vrai, en fait, tu peux regarder 1000 explications. Si tu mets pas un petit peu les mains dedans et que tu testes pas, C'est compliqué. Tu vas avoir du mal à bien saisir le truc. Et même j'avais l'impression que toi, un peu, des fois, t'improvisais. Ah, dans la narration, Dans la en fait, quasiment tout le temps. En fait, c'est genre, ah tiens, je sais plus, c'était un moment où Adrien disait, ouais, mais moi, je testerais bien ce truc-là, et je t'ai vu faire, oui, d'accord. Et donc, en fait, j'avais l'impression que, j'étais là, ah, il va dire que c'est 14, et puis on sait, tu vois. Ouais. Donc, je savais pas si t'improvisais ou pas du tout. Mais c'est ça le rôle du MJ aussi, c'est de réagir à ce que font les joueuses et les joueurs. Donc, c'est de l'impro. Et beaucoup. finalement, toi, tu préfères être MJ que joueur. Moi, j'aime les deux. J'aime vraiment les deux, je pense, autant. Mais en fait, je prends toujours ce parallèle parce que c'est le plus évident pour moi. C'est comme être réalisateur ou acteur. Ouais. En fait, j'adore les deux. Et les deux ont des aspects magnifiques et des aspects très chiants. Et voilà. Mais un peu comme dans ma vie, dans ma carrière d'acteur-réalisateur, je suis beaucoup plus réalisateur que acteur, Ouais. parce que en fait, une fois que tu as commencé à écrire tes propres trucs, etc., et les gens disent ah en fait lui il écrit, il réalise. Donc j'ai plus donc je pense moins à lui en acteur. Et tu dis oh non, en fait moi ma vocation de base c'est d'être acteur, hein. J'ai envie de jouer. Tu vois, et ça marche pour les deux. Pourquoi c'est si important pour toi que le monde entier connaisse Donjons et Dragons? Parce que je trouve que c'est un hobby merveilleux qui développe énormément l'imagination, la créativité. Moi, ça m'a appris à structurer les histoires, par exemple, dans ma tête. Et j'ai eu beaucoup de facilité quand je me suis mis à écrire justement des scénars pour de la fiction. Parce que, en fait, le jeu de rôle m'a appris la cohésion, la cohérence, et que les choses retombent sur leurs pieds et tout ça. La construction de personnages aussi, c'est hyper intéressant parce que via le jeu de rôle, on apprend à se poser des questions sur son personnage. Et si le métier d'acteur ou d'actrice vous intéresse, le jeu de rôle, c'est vraiment bien parce que ça te force un petit peu à te dire ouais, mais en fait, mon gars, mon nain, il est raciste des orques. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Et donc, ça te force à aller faire du background, quoi, Ouais. de construire l'histoire de ton personnage et de dire, ok, il est bègue. Pourquoi il est bègue? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que ses parents étaient bègues? Ou est-ce qu'il a vécu un traumatisme dans sa vie qui l'a rendu bègue? Et tout ça, ça fait partie des choses qui m'ont construit et qui rendent ton travail hyper cohérent et hyper solide. Et après, tu vis des aventures hyper excitantes, hyper épiques, parfois dramatiques. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des joueuses ou des joueurs qui pleurent à la table, quoi. Et parce qu'ils sont attachés à leur perso, parce qu'ils sont touchés par les aventures qui sont en train de se passer. Moi, quand j'étais petit, bon, c'est un jeu auquel je joue plus du tout parce que c'est pas mon délire. Il y a plein de gens qui adorent, mais qui s'appelle l'Appel de Cthulhu. Ouais. Et l'Appel de Cthulhu, c'est basé sur les œuvres de Lovecraft, qui je trouve est un auteur nul à chier, mais au moins il a créé quelque chose de bien. Et les gens, depuis, s'en sont emparés et en ont fait quelque chose d'extraordinaire. Donc vraiment, c'est super, mais c'est un jeu qui joue sur l'horreur et sur la peur et sur l'angoisse. Moi, ça a toujours été... J'aime pas les films d'horreur, j'aime pas avoir peur. C'est une émotion qui me plaît pas. Mais j'ai testé quand même quand j'étais plus jeune. Et j'ai vraiment eu peur. Et c'est fou quand même que via juste la parole et un truc qu'on crée collectivement dans nos imaginations, tu te crées des émotions. C'est fou. Et je trouve ça extraordinaire. On n'est pas obligé d'être passionné donc par les tavernes et les monstres. On peut juste avoir envie de développer son imagination. En fait, ça me fait beaucoup penser vraiment juste à de l'impro. En fait, tu peux jamais dire non dans l'impro. Ouais, il faut toujours dire oui et faire et ajouter quelque chose. Et donc là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on n'est jamais bloqué, il y a toujours une issue. C'est ultra proche. C'est vraiment... de la même manière que, en fait, dans l'impro, tu vois, il y a des règles d'impro. Ouais. C'est que si tu fais exister une voiture... Et ben, quand on sort, il faut que tu ouvres la portière. Et donc, tu mimes d'ouvrir la portière. Et Donjons et Dragons ou le jeu de rôle de manière générale, c'est la même chose. C'est les règles du jeu ou le monde que ton MJ ou ta MJ va créer autour de toi. C'est ça, c'est la voiture qui existe une fois qu'elle existe dans l'impro. Et tu ne peux pas nier l'existence, tu peux pas passer à travers la portière, à moins que tu l'inclues dans ton impro. Mais l'idée, c'est de jamais refuser le jeu. Et de jamais, tu sais, le terme refus de jeu dans l'impro. Mais ça veut dire que toi, quand tu crées ton histoire, tu te dis, bon, bah là, ils vont certainement faire ça. Donc, je leur laisse. Donc, soit ça passe avec les dés, soit ça passe pas. Donc, tu as les deux possibilités. Ouais, bien sûr. En fait, ce que tu fais, c'est comme des arborescences. C'est des arborescences. dont vous êtes le héros, quoi. Ouais. En fait, le livre dont vous êtes le héros, c'est vraiment du jeu de rôle très, 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 très simplifié parce que, en fait, tu as souvent A ou B. Et le truc, c'est que dans le vrai jeu de rôle, tu as A, B jusqu'à Z et jusqu'à Epsilon et jusqu'à Oméga. Et en fait, la limite, c'est l'imagination. Et voilà. Mais effectivement, quand t'es MJ, il y a plein de gens qui ont hyper peur frustrant. Oui et non, parce qu'en fait, ce que tu n'utilises pas dans une aventure que tu avais prévu, tu vas pouvoir le recycler plus tard. C'est pas grave. En fait, et c'est comme Adrien Méniel, il parle souvent de ça pour les blagues. Et Navo aussi disait beaucoup ça sur les blagues. Il disait ne te garde pas une bonne blague pour le bon moment où la sortir. Si tu as l'idée là maintenant, fais-la maintenant. De toute façon, c'est un muscle et ta créativité, que ce soit dans l'humour, les blagues ou les histoires ou le jeu de rôle, tu vas toujours trouver. Vas-y, utilise ce que tu as dans la tête là maintenant. Et si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, c'est cool. Et ne te dis pas il faut que je le garde pour plus tard parce que en fait, plus tard, tu auras d'autres idées et elles seront tout aussi bien, voire mieux. Donc go. Est-ce que tu t'es déjà servi du jeu de rôle pour t'aider dans la vie ? Et je te parle pas de ton travail. Hein. Un petit peu. Alors c'est marrant, c'est un running gag avec mon frère. Il y a un jeu de rôle qui s'appelle Vampire, qui est super. Comme son nom l'indique, tu joues des vampires. Mais en fait, c'est pas un jeu où juste on est mystérieux avec avec des bougies. On fait je suis un vampire. C'est un jeu très politique. Et c'est je suis un vampire de gauche. Où, souvent ils sont plus de droite. mais où justement c'est beaucoup, c'est très House of Cards, tu vois. Okay. Ça s'apparente à ça pour moi. Et c'est un jeu ou Rome, la série Rome. C'est un jeu de manigance, de trahison, de jeu de cours. C'est un jeu d'intrigue où tu as des objectifs
Et pour obtenir tes objectifs, il va falloir que tu contournes tes adversaires. Et en fait, c'est un jeu qu'on appelle PVP, Player versus Player. Parce que souvent, comme on joue des vampires, on a des personnalités un petit peu mégalomanes et on a envie d'acquérir plus de pouvoir, etc. Et en fait, tout le monde à la table a envie d'acquérir le même pouvoir en gros. Et donc, on essaye de passer par des chemins alambiqués pour faire croire à machin que c'est comme quand on joue à Risk, tu vois, ou à Diplomatie, où on essaye de faire croire. Ah ouais, c'est des jeux. C'est avec Pénélope justement, on a beaucoup joué à ça et on appelle ça des jeux. Bon, c'est une expression anglaise, mais fuck your friends before they fuck you. Ouais. C'est baise tes amis avant qu'ils n'arrivent à te baiser toi. Et où jusqu'au bout, tu essayes de faire croire non, mais on est ensemble, on a une coalition contre les Verts là. Et à la dernière seconde, en fait. un peu, ouais. Moi j'adore la version US de Koh-Lanta, Survivor, qui est bien mieux. J'en ai déjà parlé plein de fois dans plein de podcasts, mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Mais t'es en quand même gros, un c'est un mec peu de ça. conviction. T'es quand même un mec de conviction. Ouais, non, mais attends, moi. Et ça balance pas oui, mal. Non, mais moi je mâche pas les mots. Ouais, c'est impressionnant. Moi, elle a les poils. J'ai les poils. Elle a pas du tout les poils. mais oui, voilà. Et donc, par exemple, dans Vampire, tu vas essayer de construire ton petit empire à toi et de baiser tes amis sans qu'ils s'en rendent compte. Et pourquoi je parlais de ça ? Parce que je t'ai demandé si dans ta vie, tu t'es déjà servi de... Et Vampire est un jeu qui t'apprend à comprendre les mécanismes de manipulation. Aussi bien parce que toi, tu les utilises que parce que tu les subis parfois. Et dans l'entreprise, ça te sert vachement. Et avec mon frère, on a ce running gag de quand il était en entreprise. Je disais, ça va le boulot en ce moment ? Il me dit, bon, ouais, j'ai joué à Vampire, il n'y a pas de problème. En fait, le fait d'avoir joué à Vampire et d'avoir eu ces expériences de ce jeu-là l'aidait à comprendre les petites manigances et les petites intrigues et les petites manœuvres de ses adversaires de boulot, mais de ses collègues de travail qui essayent de se valoriser par rapport à lui ou de faire avancer leur petit projet au détriment de son projet à lui, etc., etc. Et en fait, il y a des moments, il y a des situations dans la vie où tu sais que, ok, donc là, en fait, les gens, ils sont en train de faire ci ou ça, mais je connais la manœuvre, je connais la petite manipulation. Donc, je vais laisser passer ça, je vais être une anguille et je vais faire croire que ça ne m'affecte pas, alors que ça m'affecte. Et en fait, dans la vie, ça te sert beaucoup. Il y a plein de moments où tu te dis, ok, là, je vois ce qui est en train de se passer. En fait, ça t'aide à analyser certains trucs de temps en temps et à prendre du recul et à parfois ne pas trop te laisser affecter par certains trucs et à te dire, ok, non, mais là, je vais être stratège. Là, je vais perdre cette petite bataille, mais en fait, la guerre, je sais que je vais la gagner. Il y a des moments. Après, ça marche pas toujours. Mais tu l'as jamais fait vraiment concrètement de te dire, vas-y, je crée un truc spécial pour comprendre une situation de ma vie? Non. Mais ça peut. Je sais qu'il y a des associations qui utilisent le jeu de rôle, notamment avec les jeunes handicapés ou avec des autistes. Ouais. Et c'est très très efficace. En fait, de passer par le biais d'un jeu et d'une situation imaginaire pour gérer ou alors avec des jeunes en foyer qui sont en rupture scolaire ou alors qui ont des grosses difficultés pour les maths ou ci ou ça. Et en fait, tu passes par le jeu, tu passes par des situations imaginaires et fantastiques pour résoudre des trucs ou pour ouvrir des dialogues aussi avec des jeunes en foyer qui sont en galère et qui fuguent, etc., qui ont l'impression que le monde entier, que personne ne les comprend. Et de rétablir des dialogues via ces jeux-là, ça marche très très bien. Donc moi, je ne l'ai jamais fait dans ma vie, mais je sais que ça existe et que c'est très efficace. Est-ce que tu as déjà pécho en jouant à Donjons et Dragons ? Donjons et Dragons, non, mais en jouant à Vampire, oui. Parce que moi, je jouais en grandeur nature à Vampire. Et donc ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. J'aimerais bien voir les photos. Ouh là, elles sont bien dossiers, les photos de Vampire, parce qu'on essaye d'avoir un style. L'air de vampire. On a 22 ans et on essaye d'être stylé et ça marche pas du tout. Mais ouais, j'ai déjà pécho, mais pas dans le jeu parce que ça m'a toujours mis très mal à l'aise en fait d'utiliser le personnage fictif pour séduire quelqu'un. Je trouve ça. Mais en fait de rencontrer des personnes. En fait, c'est comme dans tous les hobbies, tous les loisirs. Tu vas faire du canoë, tu vas rencontrer un mec ou une meuf que tu trouves sexy, quoi. Et voilà. Mais t'as jamais dit à quelqu'un, viens, je vais t'apprendre Donjons et Dragons. Ah non. Non, t'as jamais fait ce move de. Non. Et là, tu lances ton dé, ça se fait comme ça. Attends, je te tiens. Ouais, non. Tu l'as jamais fait. Non. Ah non, mais c'est aussi parce que je suis un mec hétéro et qu'on est tellement gênant dans la séduction de manière générale que moi je suis très mal à l'aise avec tous les gens qui utilisent des subterfuges de merde comme ça pour essayer de pécho.
Moi, je suis très direct. J'ai plutôt tendance à dire, je te trouve sexy. Ouais, et si tu me trouves sexy aussi, c'est cool. Et ben, si tu me Et trouves sinon, sexy, tant lance pis. le dé. Ouais, Et- voilà, non, ça me met mal à l'aise. Il y a beaucoup de meufs dans... De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus, et je suis très fier que dans la Bonne Auberge, Ce justement, soit 50, dans la 50. communauté de la Bonne Auberge, oui, la Bonne Auberge, ça a toujours été très important pour moi que autour de la table, ce soit à 50-50 dans les joueuses et joueurs. Et dans la communauté, il y a beaucoup de meufs. Et je m'en suis rendu compte notamment quand on a fait le dernier épisode en public de la saison 2. Donc on était dans un lieu public avec des gens de la communauté qui étaient là en direct. Et beaucoup de meufs. Et très fier de ça parce que ça veut dire qu'on est safe, ça veut dire qu'on est ouvert et que justement les meufs se sentent à l'aise et en situation de confiance, donc c'est super. Beaucoup de personnes LGBT aussi, des trans, des personnes qui sont handy, ou qui ont des problèmes d'élocution et tout ça, et en fait qui se réunissent et qui savent que dans la communauté, ils vont être accueillis, ils vont être accompagnés et bien reçus. Et je suis grave fier de ça. La communauté souvent me dit ouais, mais sois fier de ça parce que je dis je suis fier de vous, vous êtes chambés, etc. Et ils disent non, mais en fait c'est aussi ta victoire parce qu'en fait la communauté te ressemble. Et moi ça y est, maintenant je dis que je suis fier de ma communauté parce que ça veut dire que comme elle me ressemble, ça veut dire que je suis un gars qui est accueillant et que j'essaye de donner une belle image moderne, inclusive et ouverte à toutes et tous, quoi. C'est quoi ton rêve le plus fou là avec ce que tu es en train de lancer, ton studio Mon rêve le plus fou, avec ce jeu, avec il est déjà en train de se réaliser, mais c'est justement d'avoir des gens de tous horizons, toutes origines sociales et toute identité de genre ou de sexualité, qui se sentent à l'aise dans le monde qu'on est en train de créer et qui ont envie de participer. Et ça, c'est déjà en train de se réaliser et c'est trop beau. J'aimerais qu'on soit plus divers dans les origines ethniques. C'est quand même beaucoup de blancs, là, je trouve. Ouais. Et mine de rien, j'ai du mal à trouver des gens qui ne soient pas blancs et qui ne se sentent pas mis de côté dans ces mondes-là. Et ça commence à changer, hein. Il y a notamment un jeune créateur qui s'appelle MJ Masqué, qui n'est pas blanc et qui justement lui... Il n'a pas de masque ? Si, il a un masque. Il a un masque, mais d'ailleurs je sais pas trop quelle est la... Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il est très... il donne un autre... Et c'est ça qui est beau, c'est l'enrichissement de ces univers-là. Il a un autre point de vue, il a un autre style, il a une autre façon de jouer, de masteriser, de raconter ses histoires. Et ça, c'est chambé. Et c'est hyper beau et hyper intéressant aussi. Et moi, j'essaye d'ouvrir et j'essaye d'aller chercher des gens qui ne se ressemblent pas tous, quoi. Et donc ça, c'est un objectif à long terme pour moi, c'est d'ouvrir à plus de gens et que un mec de cité se dise mais Donjons et Dragons, c'est trop bien, j'ai envie de jouer. Et il va jouer avec ses codes et avec ses potes et avec son style à lui. Parce que on a quand même un peu une image de Donjons et Dragons, c'est des mecs blancs avec des cheveux longs qui écoutent du métal. Et la vérité, c'est que oui, un peu. Mais maintenant, faisons en sorte d'ouvrir et d'avoir un mec noir qui écoute du hip-hop, qui est aussi passionné que moi de Donjons et Dragons. Voilà, je veux que ça se développe et qu'on ait ce terrain d'entente. Et ça, c'est charmé. Et il y a beaucoup ça avec les mangas, par exemple. Il y a des métalleux et métalleuses et des gens qui ont grandi dans des quartiers hyper durs et qui sont arabes, noirs, machin. Et en fait, ils parlent de One Piece et ils sont tous... Alors que tu les vois côte à côte dans la rue, tu dis, il n'y a rien qui les rassemble. Et en fait, si, il y a One Piece ou n'importe quel autre animé ou manga qui est hyper stylé et qui réunit des communautés. Et ça, j'ai envie qu'à terme, le jeu de rôle, ce soit ça. C'est tu vois deux personnes ou un gars qui est banquier d'affaires, tu te dis ok, ce mec-là ne va jamais parler à cette meuf qui fait qui jongle avec des quilles. Et en fait, si, ils jouent tous les deux à Donjons et Dragons et ils vont parler de leurs personnages et de leurs aventures pendant des heures. Oh, génial, c'est le rêve. Là, il y a des gens de ta communauté, j'imagine, qui vont écouter cet épisode. Ah, sûrement, oui. Bonjour. Salut les aubergines. J'imagine que vous n'avez rien appris. Très peu de choses, ou peut-être des choses personnelles. Est-ce que tu
peux nous dire un truc que les gens savent pas sur toi et cette relation avec ce jeu Ah la vache, c'est dur. C'est dur, hein. Ouais, putain. Ah, celle-là, t'aurais dû me l'envoyer avant que j'y réfléchisse. Parce que j'ai pas réfléchi. Tu penses comme ça? Ouais, j'y pense là maintenant. Ah putain, non, je sais pas. Parce que même. Ouais. Ton nom de personnage le plus étrange. Waouh. Ah, peut-être le plus rétrospectivement un peu ridicule. Non, alors, ah oui, non. Ah bah, c'était à Vampire. Alors, est-ce que je vais réussir à m'en souvenir? Parce qu'il y avait une tendance, et moi j'avais choisi ce nom pour me moquer de cette tendance, c'est que comme on jouait des vampires, donc des gens un petit peu classe, machin, de la noblesse, il y avait une tendance à faire des noms à particules un petit peu à rallonge. Et donc moi j'avais créé un personnage pour me moquer un petit peu de ça. Et donc, il s'appelait Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré de la mode d'Apcher. Magnifique. Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré de la mode d'Apcher, oui, ça y est, je m'en souviens. Ton épisode préféré de La Bonne Auberge? Oh, dur. Mon épisode préféré de La Bonne Auberge. C'est super dur. Le final en 2 parties de la saison 2 était vraiment super parce que on a eu beaucoup de bagarres épiques et on a eu aussi beaucoup de moments d'émotion avec plusieurs personnages et des moments et beaucoup de moments de rire, bien sûr. Donc ouais, je dirais celui-là, mais il y en a un, je me souviens, où à la fin, je me suis dit, putain, il est vraiment hyper complet, mais j'arriverai pas à te le dire là. Ah, pardon. Ça racontait quoi, tu te rappelles pas? Si, c'est pas loin de la fin de la saison 2. C'est un épisode où on a fait que du roleplay, donc il n'y a pas eu une seule bagarre. En 4 heures, il n'y a pas eu une seule bagarre. Et c'est à la fin, ils sont dans la ville où la ville qu'ils vont essayer de défendre contre les légions démoniaques justement en fin de saison. Et là, j'ai mis Max, mon frère, dans la merde parce que son personnage usurpait l'identité d'un chevalier d'un certain royaume. Et là, il y a toute une délégation de ce royaume qui est arrivée en disant « Ah, noble chevalier !» Sauf que lui, il usurpe l'identité. Et donc, je l'ai mis dans des situations très bancales pour lui et de l'essayer, de le voir essayer de se sortir de ces situations-là en bluffant constamment. Et en plus, j'ai distribué des personnages à Pénélope et Lisa. Elles ont lu un petit brief de quelques lignes et donc elles l'ont mis dans la merde. Et c'était très, très drôle. Et en fait, dans tout cet épisode-là, il n'y a eu pas que ça, mais ça, c'était le truc un peu plus marquant. Mais il y a eu plein de choses de situations qui étaient vraiment cool dans celui-là. Et c'est vers la fin de saison. Ça doit être la session 8, je crois, sur Twitch. La qualité de jeu de Lisa, la meilleure qualité de jeu? La spontanéité. Elle est ultra spontanée. Et elle est très naturelle, très franche. Ce qui t'impressionne le plus dans le jeu de Max? C'est la conscience des autres. Max joue pour l'équipe. Toujours. Et parfois à son désavantage. Un truc qui t'a le plus surpris chez Adrien? Surprenant et pas surprenant, parce que je le connais quand même pas mal, Adrien. C'est la méticulosité avec laquelle il choisit ses sorts. Et après, bon, voilà, je le connais bien, Adrien, donc je sais que pour s'acheter des écouteurs, il va passer 3 semaines, et parce qu'il va tout analyser. Mais qu'il soit investi comme ça dans le personnage et il les avait tous lus et il hésite et ça, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il soit autant à fond, et c'est cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait, que tu as écrit spécialement pour Pénélope parce que tu savais qu'elle serait parfaite à cet endroit-là? Ouais, c'est déjà arrivé. Et justement, la situation où on a mis Max dans la merde, il y avait certains trucs. En fait, je sais que Pénélope, les gens ne le connaissent pas très bien, cette partie d'elle, mais je sais que c'est une improvisatrice de ouf. Et qu'elle est très très forte et très drôle. Et je lui ai écrit un petit brief de personnage ponctuel, quoi. Elle a abandonné son perso habituel pour jouer ce petit perso ponctuel. Et je l'ai lâché là-dedans et je savais qu'elle allait être incroyable et elle a été incroyable. Et il y a un autre truc aussi où pour cette même soirée de gala, je leur ai donné libre cours sur le style de leur personnage. Je leur ai dit, vous avez un petit budget et vous pouvez l'utiliser pour avoir n'importe quel style pour cette soirée de festivité.
Et je savais que Pénélope elle allait me sortir un truc incroyable. Et elle a sorti un truc auquel vraiment je m'attendais pas. C'est-à-dire que son personnage, elle a forcé des pans vivants à être attachés dans une robe. Et du coup, elle est arrivée avec une robe faite avec des pans vivants. Incroyable. Et trop marrant, quoi. Horrible pour la condition animale, mais dans l'imaginaire, très drôle. Ta qualité en tant que maître de jeu? Yes and. Je refuse très peu de choses. J'accepte les propositions de jeu et je brode dessus. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais dire aux petits garçons qui jouaient à Donjons et Dragons à 9 ans? Je te fais une roupole. Tu vois cette photo de toi? Ouais. Ça y est, je suis mort. Sois toi-même et ne lutte pas. N'aie pas honte de ton hobby parce qu'il est vraiment merveilleux et un jour, Donjons et Dragons parlera avec toi directement. Parce que je suis en contact avec donc la maison d'édition Wizard of the Coast qui édite Donjons et Dragons maintenant. Et on est en collaboration directe, quoi. C'est fou. C'est incroyable. J'aurais pas pu l'imaginer quand j'avais 9 ans. C'est un truc de ouf. Et c'est merveilleux. Ouais, c'est génial. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un comme moi qui voudrait se lancer, tenter l'aventure une fois? Et certainement d'autres, mais... Trouve quelqu'un avec qui qui va te mettre à l'aise. Ouais. Et ne pas te juger. Et lance-toi et fais ce qui te passe par la tête, ce qui te fait vraiment envie. Voilà. Si tu as envie de jouer un perso comme ci ou comme ça, c'est ça qu'il faut que tu joues. Voilà. Et ne te mets pas de pression parce que c'est un loisir. Ouais. C'est un loisir et on est entre amis et on est là pour passer un bon moment. Et si c'est bof, si c'est un peu décevant, c'est que c'était pas pour toi et c'est pas grave. Comme tu vas tester le skate et en fait tu te rends compte que c'est pas ton truc, c'est pas grave. T'as perdu 3 heures, mais au moins t'as essayé le truc. Pas grave. Merci Lucien. Merci à toi, c'est trop cool. Finalement, t'as regardé aucune de tes notes? Non. T'avais trop bien travaillé dans ton petit cahier et tout, tu t'étais noté. Non, mais attends, trucs. moi j'ai toute l'histoire du gars là qui s'est fait Dave Arneson, Wargame avec des figurines, machin. Je l'ai raconté au final. Voilà, tu vois, j'ai tout. Toute l'histoire de Donjons et Dragons. C'est ça, écrit ensemble un jeu à partir des premières créas de Gary. Gary Gygax. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Il s'est fait virer parce qu'on disait incitation au satanisme. J'étais là, what? Ouais, il y a eu la Satanic Panic aux États-Unis. Et nous, on l'a un peu connu, même si c'était pas satanique, c'était plus sur genre ça pousse les enfants au suicide, avec Mireille Dumas, qui dans les années 90 a fait un ballet masque spécial jeu de rôle en donnant vraiment l'image la plus caricaturale de vos enfants sont en perdition. S'ils jouent à Donjons et Dragons, ils vont se perdre dans des mondes imaginaires et ils vont perdre le chemin de la réalité. Ils vont se suicider si leur personnage meurt, etc. Ce genre de truc. Mais le même genre de discours débile et vraiment qu'on fait sur les jeux vidéo. Qu'on fait sur les jeux vidéo. Ah là là, les mass shootings aux États-Unis, c'est à cause des jeux vidéo. Non, c'est parce que. C'est à cause des armes. C'est parce qu'on peut avoir des armes quand on a 16 ans aux États-Unis et qu'on peut tuer toute sa classe à 16 piges. Débile. Voilà. C'est sur cette note. Énervé. Est-ce que tu veux nous faire un petit point d'actu, nous redire un petit peu Alors, La Bonne Auberge, disponible absolument partout. Sur YouTube, pour l'instant, les 2 premières saisons. On a lancé une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle il y a des playlists et vous pouvez retrouver les anciennes saisons, les 2 premières saisons, donc sans problème. Sur Twitch, on a La Bonne Auberge JDR. Sur les réseaux sociaux, on a Insta, Facebook. Facebook, on l'alimente pas trop, mais Insta, Twitter. On est même sur TikTok, figurez-vous. Vous êtes jeune. On est jeune, on connaît les. Sauf que est-ce que tu dis le TikTok? On est sur le TikTok. On est sur votre TokTok là. Oui, non, on essaye de pas être des vieux cons. Et en plus, TikTok, c'est chambé, hein, en vrai. C'est vraiment une appli super. Donc disponible partout. Les plateformes de podcast, puisque Vulgaire, c'est sur les plateformes de podcast. Donc vous pouvez aussi taper La Bonne Auberge dans les plateformes et vous trouverez forcément les 2 premières saisons. Et donc, actu, en septembre, on arrive avec le retour de la saison 3 et aussi des aventures plus courtes, ce qu'on appelle des one-shots et des mini-campagnes exclusives qu'on a débloquées avec le financement participatif. Voilà. Trop bien. Trop bien. Félicitations. Hein. Merci. Et puis on peut te suivre toi sur ton Instagram. Ouais, Lucien Men. C'est vrai. C'est mon blaze.
Félicitations. Félicitations Merci pour ce d'être blaze. venu partager toi. ta passion, ta vie, ton œuvre. Ah oui. Je comprends mieux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais Est-ce que ça t'a donné un peu envie? En fait, j'ai envie d'essayer une fois, rien que Ouais. pour comprendre, genre, quel est l'intérêt d'avoir vraiment 7 dés différents. Ouais. Voilà, ça, il y a un vrai truc de genre, quel dé on prend. Voilà, ça m'intrigue beaucoup. Et non, et puis surtout, en fait, t'es tellement passionné que oui, évidemment, j'ai envie de voir ce que ça crée chez toi. Parce que quand on est novice comme moi, qu'on connaît rien du tout et que, effectivement, c'est dur de regarder De rentrer dans l'histoire, ouais. de rentrer dans l'histoire en essayant de tout suivre et de comprendre tout ce qui se joue, en fait. Peut-être que, alors j'en ai pas beaucoup regardé, mais je serais très curieuse, par exemple, d'avoir aussi une caméra sur toi, sur tes notes, sur ce que t'as. Tu vois? Ouais. Parce que plus que le jeu, je crois que c'est pour l'instant. C'est plus le making-of qui t'intéresse. Ouais. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Vous le faites pas, ça, ou c'est juste moi qui l'ai pas vu Non, on le fait pas. Peut-être qu'on fera un truc un petit peu comme ça. On va probablement faire un petit peu des coulisses aussi et montrer un petit peu l'envers du décor pour certains aspects. Mais ouais, pour l'instant, on l'a jamais fait encore. Mais c'est marrant que ça. Mais après, c'est peut-être aussi parce que t'es une artiste, t'es une créatrice. Et donc, oui, donc ça m'intéresse de voir ces processus-là qui t'intéressent. Mais moi, ça m'intéresse. Je pense que c'est. Enfin, tu vois, quand tu dis oui, souvent j'improvise. Ouais. Bah, en vrai, moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire, attends, là, il y a rien d'écrit sur sa feuille. Qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Ouais. Mais il y a énormément de moments dans La Bonne Auberge où. Et en fait, c'est un peu une marotte dans les jeux de rôle, c'est que tu peux croire que tu as tout prévu en maître du jeu. C'est sûr, même s'il y a 10 situations possibles, t'en prévois 9, c'est sûr c'est la 10e que les joueurs vont choisir. Mais ça, j'ai envie de te dire, n'est-ce pas? C'est pas le cours de la vie. De la vie. Mais bien sûr. Merci, Lucien. Merci à toi. Allez découvrir tout ça et gros bisous. Bisous, à très bientôt. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les 3. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.